Cisjordanie, occupée, la violence des colons atteint des sommets sans précédent. En 2006, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a recensé 115 cas de violence de colons et au mois d'octobre 2025, on en a compté plus de 260. En tout, 1400, au cours des 10 premiers mois de 2025, 1485 incidents ou attaques de colons ont été dénombrés. Alors les maisons, les biens, les usines, les magasins d'autres commerces sont de plus en plus vandalisés, la cible principale restant les fermes et les oliveraies, car elles constituent une source de ressources pour les Palestiniens de Cisjordanie. Et donc il s'agit là évidemment de les priver de ressources. Bachar Eid, un agriculteur palestinien qui récoltait des olives le 8 novembre, a été attaqué par un groupe de colons. Je le cite. « Ma maison se trouve dans une zone qui appartient à l'autorité palestinienne. Les Israéliens n'ont pas le droit d'y entrer ni d'intervenir. Vers 10 heures, nous avons été surpris par des colons descendant de la colonie située au-dessus de ma maison. Environ 20 à 25 hommes, masqués, armés de haches, de bâtons et de tuyaux métalliques. Ils nous ont attaqués directement, moi et les bénévoles. J'ai été violemment frappée, ce qui m'a valu 3 fractures à la jambe gauche. Et non seulement ils nous ont empêchés de récolter, mais ils ont aussi volé les olives que nous avions déjà cueillies. » Actuellement, et comme depuis longtemps d'ailleurs, des militants internationalistes et israéliens aident à protéger les agriculteurs palestiniens pendant les récoltes, et l'une d'elles témoigne. Les attaques deviennent beaucoup plus importantes et plus violentes, même par rapport à il y a 2 mois. Lorsque nous sommes aux côtés des Palestiniens, la violence est en général moindre, mais les choses sont en train de changer. Au cours des 6 derniers mois, de nombreuses attaques violentes ont visé des Israéliens, des volontaires juifs et internationaux venus assurer une présence protectrice auprès des Palestiniens. Cette année, nos volontaires ont été blessés à 2 reprises lors d'attaques. Et l'armée travaille main dans la main avec les colons. On compte aujourd'hui 160 colonies, toutes illégales au regard du droit international, en Cisjordanie. 700 000 colons, dont à peu près 200 000 Jérusalem occupée, 146 avant-postes. Alors les avant-postes, ce sont les colonies qui sont même illégales au regard du droit israélien, donc c'est tout dire. Et selon l'ONU, en 2025, les indicateurs de l'avancée de la colonisation ont atteint leur niveau le plus haut depuis que les Nations Unies ont commencé leur surveillance. En tout, les plans pour près de 47 390 unités de logement ont été avancés, approuvés ou présentés, comparés à quelques 26 000 en 2024. Et le représentant des Nations Unies condamne totalement l'expansion implacable, dit-il, de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Quant au Liban, le Liban est victime de bombardements jusqu'à 140 km à l'intérieur des frontières, alors que des négociations entre Israël et les autorités libanaises sont prévues pour le 19 décembre. Et les bombardements de ce matin ont visé théoriquement des sites du Hezbollah, mais en fait des villages libanais. Israël tient encore 5 points importants au Liban et refuse absolument de les quitter, de même qu'il refuse de libérer le Golan occupé. Alors, quel est le plan israélien? D'abord, c'est vider Gaza. Actuellement, ils ont dit qu'ils allaient ouvrir Rafah, donc le point de passage tout à fait au sud, vers l'Égypte, dans le sens sortie de Gaza, jamais dans le sens entrée. Ça veut dire qu'ils incitent les Palestiniens de Gaza à partir, s'ils le peuvent, s'ils en ont les moyens, et de manière à ce qu'ils ne reviennent plus jamais chez eux. Les autorités sud-africaines, je crois qu'on en a déjà parlé, les autorités sud-africaines ont vu à leur grande surprise arriver des avions pleins de Gazaouis qui ne savaient pas où ils allaient, qui avaient été embarqués dans des avions au Caire, j'imagine,
et qui arrivaient en Afrique du Sud sans papier, sans visa, etc. Donc les Sud-Africains ont fait ils ont réussi à gérer la situation, mais on est là encore évidemment devant un départ forcé. Le plan Trump vise à désarmer le Hamas. Alors, à qui devrait-il remettre ses armes? On parle de cette force internationale qui ne serait pas une force des Nations Unies, qui serait dirigée par les États-Unis avec la Grande-Bretagne, la France peut-être, etc. Or, la condition pour le Hamas à sa démilitarisation, c'est la fin de l'occupation par l'armée israélienne et le fait qu'il puisse donner ses armes à une autorité palestinienne établie, par exemple l'autorité palestinienne. Pour ce qui est de cette force d'interposition, Netanyahou a dit très très clairement que c'était Israël qui déciderait qui en ferait partie. Donc on est déjà devant une impasse. Enfin déjà, on est encore devant une impasse. Pour la Cisjordanie, c'est pareil, il s'agit de pousser les gens à partir. Selon la Banque mondiale, 16% des agriculteurs de Cisjordanie ont cessé leurs activités agricoles en raison de problèmes sécuritaires et aussi économiques. Et 2/3 d'entre eux ont perdu la moitié de leurs revenus. Et pour B'Tselem, qui est une association israélienne de défense des droits humains, je cite, « L'État a instauré une impunité totale pour les colons parce qu'il souhaite que cette violence se poursuive. Il en considère les résultats comme bénéfiques. Les communautés palestiniennes quittent leurs terres les unes après les autres. C'est l'objectif de l'État d'Israël. » Par rapport à tout ça, que se passe-t-il dans le monde et ici? Alors, la solidarité continue, bien sûr, même si on peut constater une baisse de mobilisation par rapport à nos manifestations. On espère que ça va reprendre après la fin de l'année. Mais par contre, nous étions 50 000 à Paris le 29 novembre. Et c'était une manif absolument superbe qui a manifesté la volonté de beaucoup de jeunes de se battre pour le droit des Palestiniens à l'autodétermination. On a quelques victoires en termes de vente d'armes. Ainsi, hier soir, on avait une réunion publique avec des camarades de Thousand Madeleine, l'une des flottilles pour Gaza, et puis un représentant de Stop Arming Israel, qui est une association qui surveille de très très près les ventes d'armes françaises à Israël, qui, quoi qu'en dise Barrot, sont une réalité et restent une réalité. Mais là, une entreprise qui équipait les drones de Elbit, qui est une firme israélienne qui contribue quotidiennement au massacre à Gaza. Donc, la vente de ces drones a été interdite. De même, l'entreprise Aubert et Duval, dont j'ignorais tout, et qui devait envoyer 18 tonnes de canons pour obusier à Gaza, s'est vue bloquée par les dockers du Havre, après avoir été bloquée par des militants près de l'entreprise elle-même.